Voilà, c'est parti. Et donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposé, que vous passez de bons moments dans ce mois de sacré de Ramadan. Je vous souhaite prochainement, très tôt, Inch'Allah, bonne fête de l'Aïd. Je suis très heureux de vous retrouver aussi dans ce cours de procédure pénale qui va constituer, qui sera le 7e cours de cette matière. Malgré les difficultés, on a pu avancer, tant mieux, alhamdoulilah. Je ne croyais pas qu'on pourrait arriver à ce stade-là, mais quand même, alhamdoulilah. Et grâce à Dieu, on a pu parvenir à ce stade-là. Et ça sera très intéressant pour vous aussi, parce que la procédure pénale et la procédure civile constituent pour vous, civilistes bien sûr, privatistes, deux matières fondamentales dans votre formation. Donc, il faut bien préparer ces deux matières, il faut les maîtriser si vous voulez aller plus loin dans votre parcours estudiantin. Et je vous souhaite bien sûr la réussite. Alors, aujourd'hui, on va consacrer ce cours à, premièrement, donner un aperçu, on ne va pas détailler, vis-à-vis de l'action civile, parce que vous aurez l'occasion de l'étudier en procédure civile. Et puis, on va passer, on va se contenter de ce qui est propre, entre guillemets, bien sûr, à la procédure pénale, ce que vous devez savoir, comme relation entre l'action civile et l'action pénale. Et puis, on va passer directement à l'étude des phases du procès pénal. On va commencer par la phase préparatoire de ce procès et espérons, Inch'Allah, arriver à l'étude de la phase décisoire de ce procès pénal. Alors, commençons par l'action civile. Comme vous le savez, l'action civile vise la réparation ou bien défend, premièrement, elle défend l'intérêt, un intérêt privé, bien sûr, contrairement à l'action publique, qui défend l'intérêt public. Et cette action civile à travers laquelle la victime de l'infraction et aussi en général la partie lésée, ou toute personne lésée de l'infraction peut saisir l'action civile et cette voie de l'action civile pour demander à l'auteur de l'infraction réparation du dommage causé par son acte. D'accord? Donc, l'action civile tend à réparer les dommages causés par ces infractions et bien sûr, par conséquent, défendre un intérêt privé. D'accord? L'objet, vous le savez aussi, de cette action, c'est bien sûr la réparation des préjudices subis par les victimes des infractions. Et dans ce sens s'exprime l'article 7 du Code de procédure pénale qui dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à ceux qui ont personnellement subi, je souligne le terme personnellement, subi un dommage corporel, matériel ou bien moral
directement causés par l'infraction. Donc, cette réparation des dommages que cherche la victime, ou bien toute victime et toute partie lésée de façon directe par l'acte de l'infraction commise, il appartient ou bien il fait il constitue la compétence, bien sûr, des tribunaux civils, d'accord, en principe. Mais vu la relation entre l'action civile, le dommage, pardon, vu la relation entre le dommage subi par la victime et le dommage subi par toute la société, donc cette liaison, cette relation entre ces deux types de dommages, le législateur a accordé aux juridictions répressives la possibilité de statuer sur le dommage privé, en compagnie du fait de statuer sur l'action publique. Donc, on a donné exceptionnellement aux juridictions répressives et aussi à la victime de l'infraction de saisir la juridiction répressive pour donc obtenir une réparation du dommage causé par l'infraction commise. D'accord? Donc, et cette action, elle peut être exercée contrairement à ce qui se passe en général, en principe, devant cette action peut être soulevée devant et portée devant une juridiction répressive, mais ça n'empêche aussi que l'action en réparation du dommage privé causé devant une juridiction comme vous l'idée de porter son action civile devant une juridiction dans ce cas, cette juridiction civile saisie doit surseoir, c'est-à-dire doit arrêter de statuer sur l'action civile en attendant la décision prise par la juridiction répressive. C'est ce qu'on entend par le surseoir, le fait de surseoir à l'action et ce qu'on entend par l'expression le pénal tient le civil en état, c'est-à-dire al-jina'i ya'qil al-madani, d'accord? Donc la partie lésée d'une infraction, elle dispose de tous les droits, bien sûr, qui découlent de cette action civile. Elle est maître de son action civile. Elle peut l'exercer comme elle peut aussi se dessaisir, c'est-à-dire renoncer à cette action. Donc, elle dispose de cette action puisque l'action défend son intérêt privé. L'action civile défend son intérêt privé et du moment que cet intérêt il est privé, la victime dispose de toutes les prérogatives liées à cet intérêt privé et par conséquent, elle peut exercer l'action publique
elle peut aussi réconcilier avec la victime, recourir à et passer à une transaction, conclure une transaction avec l'auteur de l'infraction, comme aussi elle peut bien sûr désister et renoncer à cette action. Contrairement à l'action publique, comme on a vu auparavant, le ministère public, une fois l'action publique est mise en mouvement, elle ne peut pas se désister ni renoncer à cette action publique. Elle est obligée de la mettre, de l'exercer, d'accord, devant les juridictions compétentes. Et quels sont les sujets de l'action civile et comment exercer ou plutôt mettre en mouvement l'action civile. Alors, les sujets, c'est comme l'action publique, sont des sujets actifs et aussi des sujets passifs. On a les demandeurs et on a les défendeurs. Demandeurs de l'action civile et défendeurs de l'action civile. D'accord? Pour les sujets actifs de l'action civile ou bien les demandeurs de l'action civile, ce sont toutes les personnes lésées par une infraction, qui ont été victimes d'une infraction et qui ont subi le dommage causé par cette infraction. Ce dommage peut être corporel, matériel ou bien moral, mais à condition que ce dommage subi doit être ou bien soit causé ou bien subi de façon directe. C'est-à-dire il faut que cette personne lésée soit atteinte de façon directe de l'acte infractionnel commis par l'auteur de cette infraction. D'accord? Cette personne lésée peut être soit une personne physique ou morale. Une personne physique, donc tout être humain, un homme, une femme, toute victime étant un être humain, et aussi une personne morale, association et société, surtout les sociétés. On va voir ce qui est pour les associations, d'accord? Il se peut que cette personne demanderesse de l'action publique soit de droit privé ou bien de droit public. Mais en ce qui concerne ce cas-là, la personne morale, il faut souligner que celui qui va porter et qui va défendre l'intérêt de cette personne morale, c'est le représentant légal de cette personne morale. D'accord? Alors, l'article 10 du Code de procédure pénale dispose que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique devant les juridictions civiles compétentes. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. On va revenir sur ce point-là, mais je tiens, mais en ce qui concerne les sujets actifs de l'action publique, on peut lire les dispositions de l'article 7. L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient, c'est-à-dire ce qui est
qui ont la compétence et le droit de mettre en mouvement cette action civile, à tous ceux qui ont donc personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l'infraction. Alors, pour les associations, donc, il faut souligner que ces associations qui sont déclarées d'utilité publique peuvent se constituer partie civile. D'accord? Mais quand la réponse est dans les dispositions donc de l'alinéa 2e de l'article 7 du Code de procédure pénale, lorsqu'elles sont fondées régulièrement depuis au moins 4 ans avant la date des faits. Donc, il faut une ancienneté de 4 ans concernant la fondation, donc la naissance de cette association déclarée d'utilité publique. جمعية يعني معترف بها باعتبار جمعية ذات منفعة عامة, d'accord, en cas de mise depuis 4 ans avant la date des faits, c'est-à-dire avant la commission de l'infraction, d'accord. Pour l'État et les collectivités locales, ils peuvent bien sûr eux aussi être demandeurs de l'action civile vis-à-vis donc des dommages qu'ils ont subis à cause de cette infraction. Donc, ils peuvent se constituer partie civile pour demander à l'auteur de l'infraction, dans ce cas-là, la restitution des sommes qui leur a été. C'est-à-dire, si l'État ou bien les collectivités locales ou bien territoriales, maintenant on parle de collectivités territoriales, Jama'at Tourabia, lorsqu'on leur demande donc des sommes, de verser des sommes d'argent aux fonctionnaires et aussi à leurs ayants droit, dans ce cas-là, à cause bien sûr de l'infraction, dans ce cas-là, l'État et les collectivités territoriales peuvent se constituer comme partie civile vis-à-vis de l'auteur de l'infraction pour lui demander de leur restituer, de leur rendre et remettre la somme d'argent ou bien les sommes d'argent qu'ils ont versées aux fonctionnaires et aussi à leurs ayants droit. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire donc de l'État donc et des collectivités locales en tant que sujet de l'infraction, voilà, et de demandeurs de l'action civile. Aussi, donc, la mise en mouvement de l'action civile et donc son exercice appartient aussi aux héritiers de la victime, d'accord? Ils peuvent mettre ça, et ça contrairement, bien sûr, à ce qui est l'action donc publique. Les héritiers de la victime, ils peuvent eux aussi donc mettre en mouvement l'action civile pour donc demander réparation du dommage. Mais dans ce cas-là, comme je vous ai souligné, donc il faut distinguer entre 2 cas. Premièrement, lorsque l'infraction donc n'entraîne pas immédiatement donc un dégât à ses héritiers. On peut penser au cas de la mort de la victime. Donc, dans ce cas-là, si la victime n'est pas morte et par conséquent les héritiers ne sont pas, donc on ne peut pas parler d'héritier tant que la victime n'est pas morte, bien sûr, à cause de l'infraction, d'accord? Dans ce cas-là, ces héritiers, ils reçoivent l'action en réparation du dommage matériel
du patrimoine de la victime après sa mort, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à ou bien représenter la victime dans son patrimoine, bien sûr parce que ils vont ils vont acquérir ce patrimoine chacun selon sa part, et dans ce cas-là, ils peuvent défendre l'intérêt de la victime qui est donc morte. Deuxièmement, lorsque l'infraction est commise après la mort de la victime. Dans ce cas-là, bien sûr, on peut distinguer entre l'infraction qui touche personnellement et directement l'héritier et aussi l'infraction qui ne touche pas directement les héritiers. Si l'infraction commise après la mort de la victime touche directement les héritiers, dans ce cas-là, ils peuvent engager l'action civile pour demander réparation du dommage causé. Alors que si cette infraction ne les touche pas de façon directe, s'ils n'ont pas lésé de façon directe d'infraction commise sur la victime qui est morte, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas engager l'action civile. Pourquoi? Parce que la loi exige le dommage direct, subi de façon directe de l'infraction commise. D'accord? Alors, je reviens à la question des associations déclarées d'utilité publique. On avait dit tout à l'heure que ces associations déclarées d'utilité publique ont le droit de se constituer partie civile et donc engager l'action pour demander réparation du dommage. Mais cela, il est soumis à une condition concernant la mise en mouvement, ou bien liée à la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public ou bien par la victime. C'est-à-dire que ce droit accordé aux associations déclarées d'utilité publique n'est pas un droit absolu, d'accord? Il est limité et conditionné par le fait que l'action publique soit mise en mouvement par, bien sûr, par soit le ministère public, soit la victime. Donc, elles ne peuvent pas se constituer partie civile de façon indépendante et demander réparation de dommages lui étant causés tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, soit par le ministère public, soit par la victime, à travers les deux moyens connus, bien sûr, la citation directe ou bien la plainte présentée avec constitution de partie civile. Shikaya partager ces deux parties par l'un de ces deux parties. Mettre en mouvement de façon séparée. Voilà, aussi il faut voilà ce qu'on peut dire à propos des sujets actifs. Maintenant, on passe aux sujets passifs, c'est-à-dire les sujets qui subissent. Les
les personnes donc envers lesquelles on peut mettre en mouvement l'action civile, c'est-à-dire les défendeurs de l'action civile. Alors, les sujets passifs veulent dire donc bien sûr les personnes contre lesquelles il est possible de déclencher cette action civile. Et l'article 8 du Code de procédure civile dispose que l'action civile, pardon, du Code de procédure pénale dispose que l'action civile peut être exercée contre les auteurs, les co-auteurs et complices de l'infraction et aussi contre leurs héritiers et personnes civilement responsables. D'accord? Donc, les sujets passifs de l'action civile sont les auteurs, les co-auteurs et aussi donc les complices, en plus des les héritiers et les civilement responsables de l'action. Voilà, les civilement responsables de l'acte commis. D'accord? Donc, les auteurs, co-auteurs et les complices, on les connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend ou bien comment, pourquoi l'action civile peut être exercée contre les héritiers? Eh bien, tout simplement parce que donc, ces héritiers succèdent donc à la victime dans son patrimoine. Donc, يحلون محله في ذمته المالية. Donc, du fait de cette succession à la victime de son patrimoine, eh bien, et vous savez que l'action civile vise à obtenir par son auteur un dommage et intérêt, c'est-à-dire des sommes d'argent comme réparation du préjudice causé. Dans ce cas-là, donc, on peut exécuter donc le jugement considérant donc l'action civile sur le patrimoine que laisse la victime, d'accord? Donc c'est pour cela que l'action publique peut être exercée contre les héritiers. Mais il faut savoir que ces héritiers, s'ils sont nombreux, ils n'assument pas tout, chacun d'entre eux tout donc le dommage donc ou bien tout le dommage intérêt donc prononcé par par le tribunal. Il faut ces héritiers, donc, ils ne sont tenus que dans la mesure, bien sûr, de leur part de l'héritage. D'accord? Chacun assume la part qu'il a, donc, ou bien une part du dommage intérêt par rapport et en fonction de l'héritage. D'accord? Pour le civilement responsable, donc, il s'agit de toute personne. On entend par civilement responsable toute personne, bien sûr, physique ou morale, qui est donc considérée par la loi responsable du fait d'autrui, à cause soit de la garde, donc de la fonction de la garde et du pouvoir de la garde, ou bien du contrôle dont il dispose par la loi ou par une convention, TIFAC. Donc, on peut citer parmi les civilement responsables les parents qui peuvent être civilement responsables des préjudices causés par leurs enfants mineurs et aussi donc des autres civilement des autres personnes civilement responsables donc qui sont prévues dans les dispositions des articles 90
Donc, 79, 85, 80, donc, et 85 bis du Code des droits et des obligations. Donc, je vous renvoie aux dispositions de ces articles dans le Code de procédure, pardon, dans le Code des obligations et des contrats, le COD. D'accord? Voilà, donc ce qu'on peut dire des sujets passifs de l'action civile, on peut ajouter qu'il y a des cas, bien sûr, indiqués, bien sûr, et donc prévus dans la loi, de façon indépendante de ces dispositions, qui responsabilisent civilement, bien sûr, certaines personnes à cause de leurs faits, de leurs propres faits. Et je vous cite bien sûr l'exemple de l'article 362 du Code pénal concernant ce qu'on appelle les logeurs et les aubergistes. Donc, le modiphone dans les hôtels et les auberges, donc, qui inscrivent, bien sûr, sur les registres, bien sûr, soit sous de noms faux ou bien supposés, soit donc de ne pas inscrire les personnes qui sont donc logées par eux. Et dans ce cas-là, si ces personnes donc commettent des infractions, dans ce cas-là, les logeurs et les aubergistes, ils répondent donc de l'action. Pardon, leur responsabilité sera responsabilité pénale engagée. Donc, elle sera engagée dans ce cadre et ils seront donc sanctionnés, pénalement sanctionnés, mais aussi ils répondent donc de leur responsabilité civile liée à l'acte ou bien aux actes commis par les personnes aubergées ou bien logées chez eux. D'accord? Donc, voilà un exemple qu'on peut citer concernant les dispositions particulières. Voilà ce qu'on peut dire à propos des sujets actifs et des sujets passifs de l'action civile. Maintenant, donc, il nous reste d'expliquer comment l'action civile peut être mise en mouvement. Comment l'action civile peut être mise en mouvement. Eh bien, on en a parlé donc précédemment, mais ça n'empêche de faire un petit rappel. Donc, on peut dire qu'il y a trois voies pour mettre en mouvement l'action publique, l'action civile. Premièrement, on a est-ce que vous pouvez me rappeler ces trois voies pour mettre en mouvement l'action civile? Comment peut-on déclencher l'action civile? Monsieur Sbiya Hakim, je vais désigner pour rendre ce cours interactif, proprement dit. Comment peut-on mettre en mouvement l'action civile? Bien sûr, je parle devant une juridiction pénale, pas devant une juridiction civile indépendante. Est-ce que vous pouvez... Ah, d'accord. Ça coupe le son. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Hakim, Monsieur Hakim, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment l'action civile peut être mise en mouvement devant une juridiction répressive? Aucune. Hamza. Oui, c'est Hamza, Jeffari.
Oui, Abdelhadi. Oui, allez-y, monsieur Abdelhadi. Monsieur, premièrement, on va faire appel au ministère public. Comment? On va informer le ministère public au début, Oui. Donc, à travers une plainte. à travers Une plainte ou bien une plainte ou bien une plainte un réquisitoire. réquisitoire. Qui c'est qui fait ce réquisitoire? C'est le greffe. Le greffe est le tribunal. Non, 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 c'est pas ça. Non. Les autres, c'est Hamza, Jeffali. Est-ce que vous avez une idée? Jafaro, monsieur Jafaro, est-ce que vous pouvez répondre? Et l'action Comment? civile, elle est déclenchée devant les juridictions répressives à travers une plainte euh, adressée par la partie civile, laquelle se Oui. constituera en partie civile, c'est-à-dire elle va demander la réparation des dommages qu'elle a subis. Voilà une voie, voilà un moyen de mettre en mouvement l'action publique. Donc, une plainte avec constitution civile. Mais cette plainte, la constitution civile ne se fait pas donc devant le ministère public, monsieur Jafaro. D'accord? Oui, elle s'est faite devant le juge d'instruction. Ah oui, donc une plainte présentée au juge d'instruction avec constitution ou bien déclaration de se constituer partie civile par la partie lésée. C'est ça ce que vous voulez dire? Monsieur Jafaro, toujours. Monsieur Jafaro, est-ce que c'est ça? D'accord. Les autres, est-ce que vous avez une idée? Si vous ne répondez pas, je vais vous poser cette question en examen. Comment peut-on mettre en mouvement l'action publique devant une juridiction répressive? Les autres, est-ce que vous pouvez me répondre? Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de n'hésitez pas tout simplement parce que vous craignez de commettre une erreur. Non, une requête écrite qui englobe déclaration de l'imprimer les demandes civiles devant le parquet ou le juge d'instruction. Une requête écrite. Une requête, donc on ne dit pas requête, si on dit donc, ah oui, une requête qui englobe la déclaration de l'infraction et les demandes civiles devant le parquet. Devant le juge d'instruction, oui, monsieur Nordine El Matawi, mais devant donc le ministère public, non. Donc, puisque une plainte, qu'elle soit écrite ou bien orale, suffit, d'accord? Mais ça ne prive pas le ministère public, bien sûr, de son droit de classer sans suite et de classer sans suite l'action comme on vient d'expliquer auparavant, d'accord? En application du principe de l'opportunité. Donc, je vais vous répondre. Alors, il y a trois... Monsieur, oui, oui. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour déclencher l'action civile devant une juridiction répressive, à part la constitution de la partie civile, en partie civile? Donc, répétez votre question, s'il vous plaît. J'ai pas bien. Est-ce qu'il y a un autre moyen de déclencher l'action civile devant une juridiction pénale, à part la constitution en partie civile? Oui, oui. C'est ça ce que je vais vous expliquer. D'accord? D'accord. Donc, merci, monsieur. Il y a trois moyens pour mettre en mouvement l'action civile devant une juridiction répressive. D'accord? Premièrement, donc, à travers ce qu'on appelle une citation directe, al-istid'a al-mubashir.
mais à condition donc que l'infraction dans ce cas-là soit donc une infraction donc qui a la qualité de délit, à condition qu'il s'agisse d'un délit. Donc dans ce cas-là, la victime, si elle est donc si elle connaît clair et net, bien sûr, l'auteur de l'infraction, elle peut donc citer l'auteur de cette infraction directement devant une juridiction de fond, d'accord? À condition, bien entendu, comme je viens de vous l'expliquer auparavant, que, bien sûr, l'auteur de l'infraction soit déterminé, d'accord? Que l'identité de l'auteur de l'infraction soit déterminée. Voilà une première voie ou bien un premier moyen de mettre en mouvement l'action publique, l'action civile. Et à travers cette citation, il faut savoir qu'à travers cette citation directe, les deux actions sont mises en mouvement, à savoir l'action publique et l'action civile, d'accord? Si donc l'auteur de la victime fait citer l'auteur de l'infraction devant une juridiction de fond directement, sans passer par le ministère public. Dans ce cadre-là, l'action publique, elle aussi, elle sera mise en mouvement, d'accord? Donc, cette citation directe met en mouvement l'action publique et l'action civile. Mais attention, donc la citation directe, elle c'est un mécanisme, donc c'est une procédure qui demande plusieurs conditions, la réalisation de plusieurs conditions, à savoir donc une demande écrite, une requête écrite avec qui comporte le fait de un compte rendu, si vous voulez, une description de tout ce qui se rapporte à l'infraction. L'auteur, le dommage subi, le nom et le prénom et la date de la infraction et ainsi de suite. En plus de la déclaration, par la victime de se constituer partie civile. Voilà donc une déclaration claire de se constituer partie civile. Voilà le premier moyen. On a un deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle la plainte directe avec constitution de partie civile, c'est-à-dire le fait de saisir le juge d'instruction, en saisissant le juge d'instruction par la partie lésée et en déclarant de façon précise que cette partie lésée va se constituer comme partie civile. Dans ce cadre-là, on va dire que l'action civile et aussi l'action publique seront mises en mouvement à la fois, d'accord? Donc la fois le premier moyen concerne les délits seulement et donc se fait directement devant la juridiction de fond. Deuxième moyen, en saisissant le juge d'instruction, d'accord? En saisissant le juge d'instruction par le moyen d'une plainte, ce qu'on appelle une plainte directe, avec constitution de partie civile. Et troisièmement, on a donc lorsque se rapporte au pouvoir du ministère public, lorsque suite à une plainte ou bien une dénonciation faite au ministère public, celle-ci met en mouvement l'action publique. Lorsque l'action publique est mise en mouvement, elle est portée devant une juridiction de fond. Dans ce cas-là, la partie civile peut se déclarer, qu'elle veut se constituer comme partie civile devant cette juridiction à cause de cette action publique
mise en mouvement par le ministère public. Donc, la partie lésée a le droit de se déclarer, de se prononcer partie civile et bien sûr mettre en mouvement l'action civile pour donc demander réparation du dommage causé devant la juridiction de fond elle a ce droit jusqu'à la décision par cette juridiction de fond de clore les débats. Donc, d'accord, clôture de l'audience, pardon, donc des débats et de l'audience. C'est-à-dire avant que donc la juridiction statuant sur l'affaire ne décide donc de se réunir afin de prononcer le jugement qui correspond à l'acte ou bien à l'affaire soumise devant elle. D'accord? Donc voilà les trois moyens et les trois voies qu'a la victime et la partie lésée pour mettre en mouvement l'action civile. Premièrement, donc une citation directe devant une juridiction, donc une juridiction de fond, lorsqu'il s'agit, à condition qu'il s'agisse d'un délit. Deuxièmement, donc une plainte avec constitution de partie civile présentée au juge d'instruction, le fait de saisir le juge d'instruction. Et troisièmement, donc lorsque l'action publique est mise en mouvement par le ministère d'unité. Donc on continue. Je viens de dire qu'il y a trois pour mettre en mouvement l'action civile devant une juridiction répressive. Premièrement, bien sûr par la partie lésée, d'accord. Premièrement, à travers ce qu'on appelle l'action directe, lorsqu'il s'agit d'une infraction qui a la qualité de délit, donc qui est qualifiée délit. Dans ce cas-là, donc la partie lésée et la victime peut donc faire citer la victime, l'auteur de l'infraction directement devant une juridiction de fond, et à travers cette procédure, les deux actions seront mises en mouvement, à savoir l'action publique et l'action civile. D'accord? L'action publique, une fois mise en mouvement par la victime, elle sera après exercée par le public. Et l'action civile, elle va être exercée, bien entendu, par la victime. Deuxièmement, on saisit le juge d'instruction à travers la procédure une plainte directe ou bien citation directe avec constitution de partie shikaya al-mubashir. Donc, on présente, la victime va présenter sa plainte devant le juge d'instruction et va se prononcer comme une partie civile, se prononcer partie civile devant devant ce juge d'instruction. Troisièmement, lorsque l'action publique est mise en mouvement par le ministère public, dans ce cas-là, la partie civile peut déclarer, se constituer, la victime et la partie lésée peut donc déclarer, se constituer partie civile devant la juridiction qui statue sur et qui connaît de cette affaire, et elle a cette possibilité de se déclarer comme partie dans cette affaire concernant l'acte au sujet duquel le ministère public a mis en mouvement l'action publique. Et elle a ce droit jusqu'à la clôture de l'audience. Donc, il a
et aussi des débats, donc avant de passer à ce qu'on appelle à la fait donc lié à la prise de décision vis-à-vis de commis, d'accord? Donc voilà les trois façons, les trois procédures pour mettre en mouvement donc l'action civile par la partie lésée. Je rappelle donc les dispositions de l'article 9 du Code de procédure pénale. L'action civile et l'action publique peuvent être exercées en même temps devant la juridiction répressive saisie de l'action publique. Cette juridiction est compétente, quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage. Elle est également donc la juridiction ordinaire, bien sûr c'est une juridiction ordinaire, soit donc un tribunal de première instance, soit donc la chambre criminelle près la cour d'appel. Elle est compétente de connaître aussi donc de l'action des deux actions donc vis-à-vis bien sûr des personnes donc de droit public, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction est une personne de droit public. Donc et dans ce cas-là, donc cette action civile ne va être mise en mouvement et exercée devant cette juridiction donc ordinaire qui connaît de l'action publique que lorsque cette action vise à la réparation du dommage causé par l'un des moyens de transport. Écoutez, donc lorsque l'auteur ou bien la personne mise en question concernant cette action civile et donc une personne de droit public, c'est-à-dire une personne morale de droit public, par exemple l'État ou bien une collectivité territoriale, dans cette action ne peut être mise en mouvement devant une juridiction ordinaire et donc et avec bien sûr conjointement avec l'action pénale que lorsque cette action vise la réparation du dommage causé par l'un des moyens de transport. Lorsque donc le dommage est causé par un des moyens de transport. Pour ce cas qui était civile devant donc une personne contre une personne de droit public, elle va être mise en mouvement devant quelle juridiction? Eh bien, devant une juridiction administrative, d'accord? Même le qada al-idari. Le seul cas, donc l'action civile est mise en mouvement contre une personne de droit public, c'est celle où donc cette action vise la réparation du dommage causé par l'un des moyens de transport, d'accord? Donc de la possibilité de mettre en mouvement l'action civile conjointement avec l'action publique devant une juridiction répressive, donc la victime aura la possibilité de mettre en mouvement son action publique donc devant une juridiction civile indépendamment de l'action publique, tant que cette cette action publique n'est pas tranchée par la juridiction répressive. D'accord? C'est la disposition de l'article 10 du Code de procédure pénale qui dispose que toutefois, il est sursis il est sursis au jugement de cette action par la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Donc, lorsque la victime met en mouvement son action civile devant une juridiction civile,
indépendamment de l'action publique, cette juridiction civile doit surseoir, c'est-à-dire doit arrêter de connaître et de statuer sur l'action, sur cette action, jusqu'à ce que la juridiction qui statue sur l'action publique, la juridiction répressive, prononce une décision définitive vis-à-vis de cette action. D'accord? Si cette partie lésée qui a exercé son action devant une juridiction civile, indépendamment de l'action publique, cette personne-là, cette partie lésée peut après mettre en mouvement ou bien transporter, si vous voulez, et emporter son action civile devant cette juridiction répressive, d'accord, lorsque l'action publique est mise en mouvement par le ministère public ou bien par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, d'accord? Donc celui qui a choisi la référence civile, c'est-à-dire une juridiction civile indépendamment de la juridiction répressive, demander réparation du dommage, il peut transporter et emporter son action devant la juridiction répressive, à condition que, bien sûr, l'action publique soit mise en mouvement par le ministère public et avant que, bien sûr, un jugement sur le fond ait été rendu par par la juridiction civile, bien entendu, d'accord? C'est-à-dire avant que la juridiction civile ne tranche sur cette action civile. Voilà ce qu'on peut dire à propos de l'action civile. Je tiens à rappeler que si un événement qui éteint l'action publique, lorsque cette action lorsque l'action civile est portée avec l'action publique devant une juridiction répressive. Dans ce cas-là, si les deux actions sont portées conjointement devant une juridiction répressive, dans ce cas-là, tout événement qui éteint l'action publique, il n'énonce pas l'action civile et cette juridiction répressive continue de l'action civile, que l'action publique est éteinte. Ce sont là les dispositions article 12 du Code de procédure. Lorsque la juridiction répressive est séparée de l'action publique et de l'action civile, c'est-à-dire conjointement, les deux devant une juridiction répressive, la survenance d'événements éteignant l'action publique laisse subsister l'action civile qui reste soumise, bien sûr, à la compétence de cette juridiction. D'accord? Point concernant cette action, c'est que l'action civile publique, elle est soumise par rapport aux règles de la prescription, à la question de sa prescription, aux règles de la procédure civile. Que l'action civile, elle se prescrit selon, bien sûr, les dispositions du code de la procédure civile, pas les dispositions régissant la prescription de l'action publique. Voilà le dernier point qu'on peut évoquer à propos de cette action civile. On avait dit qu'on va donner un aperçu, mais on a détaillé, on a analysé presque ou bien disons suffisamment ce qui se rapporte, tout ce qui se rapporte à l'action civile, que ce soit les sujets actifs et passifs, la procédure de mise en mouvement et d'exercice
de l'action publique, les juridictions compétentes de connaître donc cette action civile, excusez-moi, donc finalement la prescription de l'action civile. Voilà, donc on s'arrête là, donc on finit l'axe donc concernant l'action civile et on va directement, il nous reste quelques, donc combien il nous reste, donc est-ce que vous voulez qu'on continue, on s'arrête là? Qu'en pensez-vous? Proposez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là ou bien on entame la partie liée au déroulement du procès pénal? Vous m'entendez? On vous entend, monsieur, oui. Bien. Aucune idée? Monsieur, quand vous voulez. Hein? Quand vous voulez, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Les autres étudiants? Parlez-moi franchement, donc je suis à votre disposition, donc je respecte votre volonté et vos propositions. Donc, si vous voulez, on va donc donner un petit aperçu concernant donc le déroulement du procès pénal. Et donc, on va entamer après donc l'étude et la de ce pénal. D'accord? Donc, vous savez que donc, le procès pénal, d'accord, se déroule dans donc deux étapes principales, à savoir une étape, ou bien on peut l'appeler aussi une phase préparatoire, donc de ce procès pénal, c'est-à-dire une phase qui prépare le procès en général, et on a aussi dans la phase décisoire. Dans la phase préparatoire de l'action publique, on trouve deux étapes. Premièrement, l'étape liée donc au travail et qui est donc confiée aux compétences et aux fonctions de la police judiciaire, qui est bien sûr donc contrôlée par et dirigée par le ministère public. C'est ce qu'on appelle la phase donc de l'enquête. Et on a aussi la phase donc qui est donc liée aux compétences et au travail du juge d'instruction. C'est ce qu'on appelle la phase de l'instruction. Tout cela rentre dans ce qu'on nomme phase préparatoire. Mais bien à souligner que donc l'instruction n'est pas obligatoire dans toutes les infractions. Des fois, elle est obligatoire. Des fois, la décision de saisir donc de saisir le juge d'instruction afin de procéder à l'instruction. Donc, elle est confiée, bien sûr, à donc l'estimation et au pouvoir discrétionnaire donc du ministère public selon que l'affaire est donc prête à être en état d'être donc jugée ou non. Si elle n'est pas en état d'être jugée, le ministère public peut saisir donc juge d'instruction. D'accord? Donc on va commencer par la phase préparatoire du procès pénal. D'accord? Donc cette phase, elle est préparée, consacrée bien sûr à la préparation du procès. Donc, d'accord. La première phase, qui est l'enquête donc préliminaire, est obligatoire. Dès qu'une infraction elle est commise, il faut premièrement donc procéder aux constatations, constater donc l'acte commis. Procéder donc au rassemblement des moyens de preuve, des indices et ainsi de suite, tout ce qui peut donc contribuer à prouver la commission
d'infraction et aussi donc à donc chercher les auteurs potentiels de l'infraction. D'accord? Donc tout cela se fait dans cette étape qui est donc l'étape appelée l'enquête. Puis donc des fois lorsque le travail de la police judiciaire donc exige ou bien nécessite donc un approfondissement donc de recherche donc d'études de ce travail et aussi un complément de ce travail, le ministère public peut ou bien sans passer donc par cette enquête, le ministère public peut saisir le juge d'instruction pour donc instruire et solliciter donc son intervention dans l'affaire à travers ce qu'on appelle donc l'instruction. D'accord? Alors, on va commencer par l'étude de l'enquête. D'accord? La phase préparatoire qui s'appelle l'enquête. Alors, une question qui se pose est premièrement donc la définition de l'enquête. Donc, on entend dire par donc l'enquête tous les actes qui sont destinés soit premièrement à constater les infractions, deuxièmement à rechercher les auteurs de ces infractions, donc ceux qui ont commis ou bien contribué à la commission de l'infraction, qu'ils soient auteurs, co-auteurs ou complices, et donc à rassembler, réunir donc et collecter toutes les objets, donc les indices qui sont susceptibles de servir comme moyen de preuve, d'accord? Et cela va faciliter la tâche du ministère public vis-à-vis de la décision à prendre vis-à-vis de l'affaire et vis-à-vis de l'acte commis, soit poursuivre, soit donc classer sans suite, ou bien comme on vient d'expliquer auparavant, recourir à une alternative de poursuite, notamment donc la transaction. Donc cette période ou bien l'enquête, elle est de nature donc administrative. Pourquoi? Parce que elle est menée par un personnel, par des personnes donc et des fonctionnaires qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire. Ils font partie donc du pouvoir administratif, mais ils sont sur leur travail, il est dirigé par le pouvoir judiciaire représenté par le ministère public. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'enquête préliminaire, il est de nature administrative parce qu'il est exercé par ce qu'on appelle la police judiciaire. Et donc, cette police judiciaire ne fait pas par le corps et l'institution de police judiciaire en général, donc ne fait pas partie du pouvoir judiciaire à part, sauf donc les personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, les officiers, ce qu'on appelle les officiers supérieurs de police judiciaire. Donc, Dobat Samoun li Shota al-Qadaiya. On va les voir après, d'accord? Alors, donc, l'enquête préliminaire, il est exercé et mené par la police judiciaire sous le contrôle et donc sous la direction du ministère public. Et donc, cette enquête comporte, donne et accorde à la police judiciaire et aussi donc au ministère public plusieurs pouvoirs qu'on va voir.
Et cette enquête peut prendre deux formes, soit l'enquête de flagrance ou bien l'enquête préliminaire. Donc, on s'arrête là. Voilà un petit aperçu qu'on a donné sur donc, le déroulement du procès pénal. Pendant la séance qui va venir, là, on va commencer par l'étude de la police judiciaire comme étant donc l'organisme, l'organe qui est donc compétent de mener tout le travail se rapportant à l'enquête préliminaire. On va savoir définir la police judiciaire, la composante, donc la cette police judiciaire, les fonctions de la police judiciaire, puis on va passer directement à l'étude des enquêtes, notamment l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire. Donc, proprement dit. في حالة البحث في حالة التلبس والبحث التمهيدي العادي. Voilà ce qu'on peut dire de ce qu'il y a de cette séance. Malheureusement, il y avait des coupures, il y avait des problèmes techniques liés à au réseau et à l'Internet, aux problèmes de l'Internet. Mais Inch'Allah, on va espérer, on espère que les séances prochaines, on n'aura pas ce problème, et aussi espérons qu'il y aurait des séances comme en présentiel, au moins pour vous, parce que vous n'êtes pas votre permet d'organiser des séances en présentiel, et espérons que cela sera respecté. Sinon, si c'est promis et cette promesse est tenue, on va avoir des séances en présentiel après l'examen du rattrapage du semestre 5 qui va se dérouler à partir du lundi prochain, Inch'Allah. Donc, ici, là, et de réviser ce que vous avez étudié en attendant de poursuivre ces cours-là. Bien sûr, en perspective de les finir dans un délai bien sûr raisonnable qui va vous permettre de bien préparer cette matière et de consolider vos connaissances concernant cette matière et de bien se préparer à l'examen. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, on va clore cette séance. Merci, monsieur, pour votre explication. Je vous en prie. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah, après les examens, après l'Aïd et l'examen. Bon de l'Aïd, Inch'Allah. Bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et je vais vous répondre à propos de ces questions. D'accord? Alors, à la prochaine, Inch'Allah.